avait en tout cas un enthousiasme sur ces sujets périphériques. Par exemple, les ATP ont été le premier musée français à acheter de la photo artistique. Vous vous rendez compte, dans les années 60, Orsay n'existait pas, le Centre Pompidou n'existait pas, le Musée national d'art moderne achète de la batterie. Et Rivière dit comment peut-on laisser passer Adger et les grands noms de la photo du 19e. Il a trouvé l'argent pour commencer à acheter les premières œuvres. C'est le premier à avoir acheté de la céramique de Picasso. Donc c'était vraiment un franc-tireur assez étonnant. Après, il y a beaucoup à dire sur la pensée muséale de Rivière qui a certainement plus vieilli que sa pensée tout court, que sa pensée politique et sociale qui était très intéressante. Donc voilà un peu nos défis, hein, c'est-à-dire c'est essayer de recoller un petit peu les morceaux, tout en étant, puis après je vous laisserai la parole quand on échangera, tout en étant par ailleurs confronté aux avantages et aux inconvénients du succès, c'est-à-dire que mais succès très, très ambigu, puisque en fait on a un évident succès monumental. L'année dernière, malgré une année qui n'est pas éblouissante pour les musées français, on a terminé l'année avec 1,2 million de visiteurs, ce qui est pas mal quand même, globalement, en dehors de Paris. Je pense que c'est le premier. La Confluence est à 700 000 en gros aujourd'hui, avec un très gros succès d'ailleurs, avec beaucoup de gens qui, on nous le reproche constamment, qui viennent pour voir la vue, on a exactement les mêmes reproches. C'est amusant, moi j'ai travaillé jadis au Centre Pompidou quand j'étais jeune et beau, enfin pas beau mais jeune, et on faisait exactement les mêmes reproches. Enfin, je vis sur le musée la même chose que les reproches, genre oui, vous avez 3 millions de visiteurs par an, mais là-dedans, ils sont tous dans l'escalator. C'était ça le truc. Et nous, c'est drôle parce qu'on a exactement le même type de truc. Et on doit se défendre exactement de la même façon. C'est-à-dire que moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dire on a d'un côté le bon visiteur, celui qui fait l'expo, et le mauvais visiteur, celui qui aime l'architecture, je trouve que c'est, pardonnez-moi, c'est ringard. Enfin, c'est vraiment, c'est-à-dire, et puis on n'a pas tous envie tous les jours de voir des expos et de se taper des salles de musée. Enfin, on peut aussi avoir envie de boire un café à la terrasse en ayant ou visiter le Fort Saint-Jean. Enfin, on a une offre très multiple et il est normal que nous ayons. Vous avez des gens à l'été on a un magnifique jardin qui était d'ailleurs l'objet d'un concours qui dans toutes les revues internationales de paysage. Vous avez des gens qui viennent pour le jardin. Ils ne sont pas plus bêtes que ceux qui passent un quart d'heure dans l'exposition Giono. Malheureusement pas beaucoup, mais il y a cette idée aujourd'hui du badaud et du bon public qui serait celui qui essaie qui passe les temps. Moi, je m'insurge contre ça parce que je pense qu'aujourd'hui, l'offre culturelle, elle est plurielle et qu'il faut la mener de front et que notre boulot à nous, de responsables d'établissements culturels, c'est que chacun y trouve son compte. C'est pas de dire on a notre bon public et puis de l'autre côté on a un mauvais public qu'on laisse comme ça un petit peu de côté. Bon, bien sûr qu'il faut que les intérêts de ces différentes strates de public ne sont pas tous convergents, parfois antagonistes, ça c'est tout à fait juste. Et ça, il faut le penser, il faut le réfléchir, il faut l'analyser, il faut travailler sur les grilles tarifaires correspondants. Ça c'est un boulot. Mais nous, on se refuse à travailler exclusivement pour le public savant qui visite les expos. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire et qu'on ne fera jamais. De même que dans une ville comme Marseille, notre défi, c'est de continuer à élargir les publics. Ça aussi, ça a été une des grandes surprises du ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture était persuadé que, d'abord, on n'aurait jamais plus de 400 000 visiteurs par an, déjà. Ce qui explique aussi ce que je disais tout à l'heure, le fait que les salles n'aient pas été généreusement calibrées. C'est-à-dire que vous ne croyez pas suffisamment. Et surtout que les Marseillais viennent pas chez nous.
Parce que comme chacun sait, les Marseillais n'aiment pas le musée, n'aiment pas la culture, sont vulgaires, s'intéressent qu'au cabanon, enfin je vous fais tout le et autres épithètes. Il se trouve que les statistiques sont têtues et que depuis l'ouverture, y compris on refait des sondages régulièrement, bien sûr, de provenance. Dans notre 1,2 million de visiteurs, l'année dernière, on a eu 25% de Marseillais. C'est-à-dire que notre socle de visite, il est Marseille. Et ça, c'est un des grands atouts du Mucem, même si le tourisme international augmente, parce que Marseille est une destination qui commence à percer à l'international, et très bien, en soi, il n'y a pas de drame là-dedans. Et si vous l'élargissez à la région sud, je parle un petit peu des régions sud maintenant, Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme on dit encore dans l'administration, PACA pour les intimes, même si ça ne plaît pas au président de la région, on appelle ça PACA. Tout compris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça fait 50% des visiteurs. Donc c'est-à-dire, alors avec d'ailleurs, on a fait des études assez précises, une tache d'huile de fréquentation qui ressemble beaucoup aux liaisons ferroviaires. Beaucoup moins de Niçois que d'Avignonnais, et beaucoup plus de Toulonnais que tout simplement parce que les liaisons les liaisons disons sud-sud dans notre région sont très longues, c'est-à-dire que c'est plus long d'aller